bonjour, bienvenue à Juste Milieu. On continue aujourd'hui à se questionner sur le harcèlement psychologique et sexuel en milieu de travail. Là, je veux qu'on creuse un petit peu plus loin. Fanny, je suis avec Fanny Barrette de chez Doc Service Conseil. Il y a des choses flagrantes, là, c'est évident. Une petite tape sur une fesse, là, on s'entend. Mais ils ne sont pas toutes comme ça écrits au néon, là, je fais du harcèlement. Là. Tout à fait. Hein? Fait que, tu peux-tu me donner des exemples pour justement que les gens puissent peut-être se reconnaître là-dedans en tant qu'employé, même gestionnaire, parce que c'est pas toujours dans un sens. Hein? Ça peut se produire entre deux employés qui sont au même niveau, le patron face à un employé, etc. Est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce qu'un employé face au patron? Tout à fait. Oui? Oui, tout à fait. Donc, le harcèlement peut être à la verticale, donc c'est-à-dire que c'est un individu d'un statut hiérarchique différent, mais ça peut être de bas en haut si on suit la logique de l'organigramme. Donc, un employé envers un gestionnaire, mais ça peut être un gestionnaire aussi envers un employé. C'est sûr qu'on sait que les conséquences d'un gestionnaire qui aurait des comportements harcelants envers un employé, ça a des conséquences doublement plus importantes. Donc, on veut intervenir encore plus sérieusement. En plus, un gestionnaire, bien, c'est un modèle, c'est un symbole. Il est écouté, il est regardé, il a donc une responsabilité encore plus grande. Mais le harcèlement, tu l'as bien nommé, ça peut être aussi d'un collègue à l'autre, ça peut être si on travaille avec des clients qui ont des comportements. Les gens qui travaillent dans le service à la clientèle pourraient nous le dire. Oui, tellement. Surtout avec la pandémie, ça a été tellement difficile parce que justement, les gens, ça a exacerbé leur niveau de stress et tout. Donc, fait que oui. Donc, on peut intervenir en tant qu'employeur à ce niveau-là? Oui, bien, il y a de belles initiatives qu'on peut voir parfois dans les cafés, dans les milieux de la santé, des petites affichettes qui nous disent attention, le respect, on prend soin de nos employés ici, on vous demande de faire la même chose. Peu importe, bien, c'est juste un petit rappel visuel pour dire attention, là, il y a des êtres humains qui travaillent de l'autre côté. Ils ne sont pas choisis qu'on soit en pénurie de main-d'œuvre. Ils ne sont pas choisis que, peut-être la demande est plus grande et donc ils ont à travailler plus fort. Il y a des délais, etc. Donc, on peut se sensibiliser, évidemment, comme employeur, comme dirigeant d'entreprise. Avec les clients, c'est plus délicat dans le sens que c'est un travail de partenariat, d'écoute, de dialogue. On va vouloir qu'ils comprennent qu'ils sont aussi responsables de nous aider à maintenir un bon climat de travail. Mais évidemment, on n'a pas de recours légal, à moins vraiment que l'acte soit de nature criminelle, évidemment. Mais pour du harcèlement, si je reprends un exemple un peu plus de collègue à collègue, ça peut être toutes sortes de choses de nature sexuelle, psychologique, physique. Ça peut être du harcèlement qui est fait sur les tâches. Donc, peut-être un conflit sur le fait que, non, c'est moi qui devais s'occuper de ça. On a l'impression que l'autre peut-être essaie de nous dérober, etc. C'est beaucoup dans les perceptions. Ça peut être dans le sentiment qu'on a d'être respecté ou pas non plus. Donc, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se faire. L'individu, si elle part des rumeurs, justement, commence à avoir des propos inappropriés, à surveiller nos moindres faits et gestes, menacer, etc. C'est le genre d'exemple qu'on va pouvoir entendre, malheureusement. Mais ce qui est important, puis je vais prendre la chance de le nommer là parce que je pense que c'est pertinent, c'est que le harcèlement, c'est tout un continuum. Hein. Tu l'as nommé, il y a des gestes très graves, très explicites. On le sait, là, ça. Les 5 critères qu'on a vus tantôt, ils sont là. Parfait, on comprend, puis c'est facile d'intervenir parce que là, l'employeur, on le sait, là, l'employé qui a eu une claque sur les fesses, c'est non. C'est pas acceptable. On sait qu'il y a une conséquence, mais par contre, un employé qui critique souvent, qui regarde de façon respectueuse, coupe la parole, répond pas, a des comportements où elle isole un individu en particulier, bien là, on est dans une espèce de nuance moins... C'est comme une nuance, c'est flou, hein? C'est comme moins tangible. Oui, c'est ça. On dirait qu'on veut prendre des choses, mais c'est ça, c'est comme moins matériel, on le voit moins aussi. Fait que c'est la personne qui le subit qui a comme le fardeau d'expliquer, bien moi, voici ce que je vois, voici ce que je reçois comme comportement, j'en souffre. Je vis des impacts de ça, je me sens rejetée, non respectée, etc. Donc là, à ce moment-là, c'est important d'accompagner les deux personnes. Parce que l'autre n'a pas nécessairement l'intention de blesser,
mais on doit intervenir parce qu'il y a des conséquences. Puis si on lui dit pas, ben, elle ne peut pas non plus le deviner si c'est pas mal intentionné. Tout à fait. Ce que j'aime beaucoup quand tu personnifies la victime dans ton histoire, c'est que tu parles au jeu. Tu dis je me sens pas bien quand ça m'arrive. Ça, c'est quelque chose qu'il faut inciter les gens qui vivent une telle situation à dire comment. Bien là, je suis pas psychologue, là, mais je veux pas faire de la psychologie 101, mais c'est important de nommer les choses puis de parler au jeu. Quand tu agis comme ça, quand tu me cries après, je me sens de telle façon. Tout à fait, oui. Bien, pour amener ça de façon pas positive, mais pas jeter de l'huile sur le feu. Exactement. Vous pouvez entrer dans une confrontation ouverte. Puis ça, dans la politique, on va vouloir que ce soit inscrit. C'est-à-dire, première étape, quand vous vous sentez persécuté par un individu, un collègue, un gestionnaire, peu importe, si vous vous sentez capable d'aborder le sujet avec l'individu, faites-le. Devant témoin? Pour vous. Ça, écoute, c'est vraiment ce qui va construire le sentiment de confiance de l'individu. Si on a un doute que ça va peut-être escalader, qu'on ne sera pas cru, bref, que ça va exacerber un peu la tension, bien oui, peut-être demander à quelqu'un qui nous accompagne, à un collègue d'être là, à un autre gestionnaire, tu sais, pourquoi pas, la personne ressource désignée de notre organisation qui est responsable de faire appliquer la politique, bien lui dire, écoute, sans dire que je suis harcelée en ce moment, je sens qu'il y a des comportements qui sont quand même familiers de cette définition-là. Je l'ai subi. Peux-tu m'aider, m'accompagner? Fait que des fois, la personne RH peut même prendre ce rôle-là, d'être un peu en coaching, de dire, regarde, c'est toi qui vas rencontrer la personne, mais moi, je vais être là, je suis au courant de la situation, mais je te laisse prendre les rênes, finalement. Mais il y a des situations où la personne présumée victime n'est pas du tout à l'aise. On pense à des comportements sexuels, connotation des agressions, des invitations insistantes, surtout si ça vient d'une personne qui est en posture hiérarchique. Il y a de l'insécurité d'emploi sur notre réputation, sur l'estime de soi personnelle. Il y a plein de conséquences potentielles. Bien là, entrez pas en confrontation, allez vraiment chercher les mesures de soutien, exactement, pour que ça se fasse avec cette personne qui est plus impartiale, qui a davantage de neutralité pour écouter les deux parties, et là, guider vers les prochaines étapes de résolution, finalement. Et là, justement, les prochaines étapes de résolution, ce qu'on vise à travers tout ça, tout ce dont on parle, même à travers la série d'émissions qu'on fait, c'est de faire en sorte qu'il y ait des milieux de travail qui soient sains puis exempts de harcèlement. Puis ce qu'on souhaite, dans la mesure du possible, c'est s'assurer que les gens vont travailler ensemble, vont collaborer ensemble. C'est ça l'objectif. Oui, tu le dis bien, la mesure du possible, dans le sens où l'obligation des employeurs québécois, c'est d'appliquer dans la mesure de leurs ressources, les outils qui sont à leur disposition comme ça, de mettre ça en place pour prévenir autant que possible. C'est une obligation de moyens. Mais même si on fait tous nos devoirs, qu'on est un employeur exemplaire, bien, il peut survenir des situations comme ça. C'est juste qu'on va avoir l'œil, la vigilance d'intervenir, évidemment, autant que possible, rapidement. C'est là qu'on veut, effectivement, être plus rapide, plus efficace, plus sûr dans nos souliers, là, c'est-à-dire, je sais où sont les zones à risque. Si je vois quelqu'un qui commence à dîner tout seul, qui s'isole de son équipe, quelqu'un qui arrive toujours en retard, qui est un peu plus irritable. Il faut être éveillé. Drapeau rouge. Bref, on va voir, on s'assoit avec l'individu, dire, écoute, prenons le temps. Exact, exact. On peut y aller comme ça. J'ai remarqué que tu semblais préoccupé. On peut nommer les faits qu'on a observés, puis laisser à l'individu le choix ou pas d'en parler, parce que ça peut être ça ou ça peut être autre chose. Mais le lien de confiance, c'est un bon levier. Puis, est-ce qu'il y aurait une façon, justement, tu sais, parce que ça évolue, le milieu du travail évolue constamment, puis là, on dirait que c'est allé à vitesse grand V. Pas juste par la pandémie, hashtag MeToo et tout ça, mais aussi les réseaux sociaux. Parce que, bien souvent, on est collègues, on est amis, on devient amis par la force des choses, puis on a des groupes privés sur Messenger, des trucs comme ça. Il n'est pas rare qu'on entend des histoires qui, des fois, peuvent tourner au vinaigre. Là, ça vient d'en rajouter une couche, puis à prendre au sérieux, vraiment, celle-là. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs choses, écoute, dans ce que tu dis, mais première chose, bien, le cyberharcèlement, ça peut survenir. Ça peut être directement avec l'utilisation de plateformes fournies par l'employeur.
l'intranet, le clavardage. On est beaucoup dans des applications justement de clavardage aujourd'hui, des courriels. Donc ça, c'est sûr, en plus, ça donne certaines preuves écrites quand il y a vraiment des propos inappropriés. Mais des fois, c'est dans des plateformes non professionnelles, donc extra-curriculaires. Il y en a tellement. Que c'est vrai que c'est un peu à s'y perdre pour l'employeur, mais moi, je dirais l'important, c'est de dire on ne s'immisce pas dans cette vie personnelle-là, dans l'utilisation des médias sociaux. On peut faire, il y a des belles politiques, des beaux gabarits qui existent, par contre, pour faire la prévention puis pour vraiment bien encadrer ça. À quel endroit, ça, on trouve ça? Sur le site de la CNESST, ça peut être... il peut y avoir plusieurs exemples de ressources, mais sûrement des sites spécialisés, des personnes expertes aussi sur la matière de la gestion des médias sociaux, tout ce qui est sécurité informatique aussi. Bref, on en entend beaucoup parler de tout ça, l'utilisation de données personnelles, etc. Mais pour vraiment revenir sur l'interaction qui a pu être faite, comme tu le disais, sur Messenger, bien, c'est sûr qu'on ne va pas aller légiférer cette interaction-là, mais dans le sens où ça va sûrement avoir des répercussions au travail. Tu sais, deux collègues qui se mettent à parler, il y a une situation dans leur vie personnelle qui fait que bien, il y a un malentendu, ça déborde, ça explose. Bien, c'est rare qu'au travail, il n'y aura pas des répercussions, mais nous, c'est ça qu'on veut venir encadrer, protéger. Puis peut-être être un peu l'outil ou le levier qui va aider les deux individus à remettre les choses en ordre, sans prendre tout sur nos épaules, parce que... Oui, ça devient lourd à un moment donné. C'est ça, exactement. Écoutez, moi, ce que je dis, c'est allez-y selon vos ressources, selon ce que vous êtes capable d'observer aussi. Puis laissez aussi aux deux personnes, aux trois personnes, bref, les gens qui sont concernés, le choix de régler ça de la façon dont ils le souhaitent, mais d'avoir, vous, vos attentes très claires que dans notre milieu de travail, il n'y aura pas ces écarts-là, il n'y aura pas ces dérapages-là. On ne le permettra pas, tout simplement. Donc ça, on peut le prendre, c'est le rôle qu'on peut se donner, d'avoir confiance que plus ce cadre-là est clair, bien, plus les personnes aussi vont s'ajuster, parce que là, il n'y aura pas de ligne, de zone grise, finalement. Oui. Qu'est-ce qui arrive justement dans un autre type de milieu de travail où là, tout le monde est, tu sais, c'est la bonne entente, ce sont des femmes, tu sais, on entend souvent un bureau de femmes, tu sais, ça jase, ça a du plaisir, il n'y a pas de sujet tabou. C'est là où je veux en venir. Puis bon, mais c'est la bonhomie, c'est la bonne entente. Puis, entre autres, on a, mettons, quelqu'un qui est le clown de la place, puis qui en pousse des salés une fois de temps en temps. On trouve tous ça drôle. Je me mets à la place de la personne en question. Tout le monde trouve ça drôle. Et là arrive un homme. Est-ce qu'on doit tout changer? Est-ce que c'est, tu sais, est-ce que ça devient dangereux? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? À partir de quel moment il faut mettre là? Bien, ça, c'était avant. J'aime beaucoup ta question parce que c'est vrai qu'on a tendance à entendre des exemples beaucoup de milieux d'hommes où il y a la femme qui, bon, peut-être se sent persécutée, touchée, blessée par des propos, mais l'inverse est vrai aussi, dans le sens que la culture qui va être présente dans notre groupe, peu importe qu'on soit femme, homme, expérimenté, jeune, de tous les horizons, mais c'est une belle caractéristique quand même que je pense qui fait partie de nos préoccupations. L'idée, c'est toujours de se dire, si en plus il y a une personne nouvelle dans l'équipe, d'être encore plus vigilant de... Est-ce que dans la façon qu'on a de se comporter ensemble, d'interagir, de s'écouter, de faire des blagues, tu sais, quelqu'un peut être très amateur, amatrice de sarcasme, d'ironie, puis pour d'autres, ça n'a pas sa place, ça, au travail. Bien, la communication, on l'a répété, mais c'est ça, la clé, de dire, écoute, ça, chez nous, on a tendance à se laisser aller, des blagues, des ci, des ça, mais ça peut ne pas convenir à tout le monde, tu sais. Puis, on va rester vigilant, mais permets-toi de nous faire la rétroaction. Mais nous aussi, comme salariés, comme collègues, c'est notre responsabilité d'aller s'assurer que l'autre personne l'a bien reçu. Parce que si en plus, moi, je dis, ben moi, ça, c'est mon genre de blague, faites... Après moi, faites avec, c'est ça, là, je me permets l'expression de dire, ben débrouillez-vous pour trouver ça drôle. Là, non, attention. T'sais, on est dans un milieu professionnel. Notre premier devoir, c'est de faire preuve de civilité les uns avec les autres. Ça fait partie de notre Code civil au Québec. C'est pas juste de venir donner une prestation de travail, c'est la façon aussi avec laquelle on fait cette prestation de travail-là. Bien, pourquoi pas être un facteur positif, finalement, dans notre vie professionnelle. Fait que moi, j'irais un peu plus dans l'écoute, on s'ajuste.
C'est pas une question de on change de personnalité, j'ai plus le droit d'être moi-même. Non, parce que ça fait partie de l'essence même. Oui, exact. Si le plaisir était là auparavant, mais merci. Jauger. Merci beaucoup, Fanny. Donc, communication, c'est le nerf de la guerre. Salut, ici Émilie Boilard, animatrice de votre magazine d'information Le Régional. Chaque semaine, je vous présente les actualités reliées aux événements tenus sur le territoire des 13 municipalités de la vallée du Richelieu, au travers des reportages et entretiens avec des gens d'ici, au programme Entrevues dans tous les domaines, que ce soit social, culturel ou politique. Nous sommes là pour être le reflet de votre vallée du Richelieu. Bonjour Karine, je te remercie d'avoir accepté notre invitation à venir parler de la maison Victor-Gadebois, mais surtout, puisque c'est le thème de l'émission, de parler de harcèlement psychologique et sexuel en entreprise ou en organisation. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté. Ça me fait plaisir. Juste pour le bénéfice des gens, c'est pas tout le monde qui sait exactement qu'est-ce que la maison Victor-Gadebois, qu'est-ce que ça fait. Est-ce que tu pourrais m'expliquer brièvement, c'est quoi vos services? Qu'est-ce que vous faites? Certainement. La maison Victor-Gadebois, c'est une maison de soins palliatifs. Oui. On accueille des gens qui sont en fin de vie. On se spécialise pour une clientèle qui est atteinte d'un cancer et adulte, une clientèle adulte, donc 18 ans et plus. On a plusieurs services. Alors, le plus connu, c'est vraiment l'hébergement. On a 12 lits où on peut recevoir les patients, mais on les accueille à différents moments de la trajectoire de leur fin de vie, si on veut. On peut accueillir des patients qui sont encore à la maison, en assez bonne santé, mais qui vont venir fréquenter notre centre de jour. La même chose à la maison, mais qui viennent à la maison Victor-Gadebois pour rencontrer des spécialistes en soins palliatifs à la clinique de gestion de symptômes. Évidemment, suite au décès, on peut accompagner aussi les proches dans leur processus de deuil. Alors, on offre aussi ce service-là. Puis moi, je suis responsable du service de la formation. Alors, on offre des formations aux professionnels de la santé, mais aussi à des gens de tout acabit qui ont l'intérêt de se former en soins palliatifs. Alors, on est un organisme à but non lucratif. Oui. Tout à fait. Merci. C'est un super bon survol. Je connaissais déjà, mais je pense que ça met bien la table. Parce que ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a divers publics à qui une telle politique, une politique sur le harcèlement psychologique ou sexuel pourrait s'adresser. C'est-à-dire autant les employés à l'interne, les bénévoles également, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles qui gravitent autour de la maison. Donc, est-ce que vous avez des politiques justement en ce sens-là qui ont été rédigées, écrites et connues de tous? Oui, tout à fait. On a une politique, on a une procédure si jamais on est face à un différend à gérer entre différents acteurs, comme tu l'as nommé, Julie. Il peut y avoir beaucoup de gens qui peuvent être impliqués, susceptibles d'être impliqués dans ce type de situation-là. Et elle est régulièrement mise à jour. Elle a été réétudiée, réévaluée pour voir si elle était toujours pertinente et d'actualité avec les changements qui ont été faits au niveau de la loi. C'est une politique, j'aurais envie de dire qu'il faut encore travailler à la faire connaître. Parce que les gens, souvent, quand j'en parle, vont dire, je savais pas qu'on avait ça dans la maison. Ben oui, c'est comme si parce qu'on est un petit milieu, ce genre de choses-là pourrait pas se produire, mais on n'est pas à l'abri. À partir du moment où il y a deux humains, il peut y avoir des tensions, de l'insatisfaction, des désaccords. Alors, on travaille, ça, c'est vraiment de façon continue à faire connaître cette politique-là. Elle est facilement accessible dans un endroit où les gens peuvent s'y référer en cas de besoin. Mais beaucoup de notre façon de gérer les différends passe par des communications très ouvertes avec les coordonnateurs des différents secteurs. Fait que dès qu'il y a une tension qui est sentie, qui est nommée, nous, on encourage vraiment les employés, les bénévoles à aller vers leur coordonnateur, exprimer ce qu'ils ressentent. Puis bien souvent, c'est une question de malentendu. Fait on a pris l'habitude de rapidement intervenir quand il y a ce genre de tension-là, laisser la parole, la place à chacune des personnes concernées pour s'exprimer. Puis je pense que la plupart du temps, c'est une question de ramener une consigne qui avait été oubliée ou mal interprétée par une personne, recadrer certains comportements. Peut-être que la personne n'avait pas eu l'impression qu'il était déplacé. On est tous
des humains. On travaille avec des humains. C'est quelque chose que je rappelle souvent à mes équipes, aux gens avec qui je travaille. On a tous nos limites, nos capacités. Puis ça fait parfois qu'on a aussi des sensibilités à des endroits où normalement on n'en aurait pas certaines journées, où on a tendance à être un peu plus, disons, en réaction dans nos interventions. Fait que ça aussi, je pense que ça se nomme, ça se comprend. Oui. Ouais. C'est un milieu, dans le fond, où vous... j'imagine, justement, où les émotions sont quelquefois à fleur de peau. Ça ne doit pas être évident tous les jours de travailler dans un lieu qui côtoie la mort de près. Je ne sais pas, est-ce que ça a un impact sur... je te pose la question personnellement. Je veux dire, est-ce que de travailler dans un milieu comme ça, où on sent qu'il y a des émotions énormes qui se vivent, est-ce que ça a un impact sur vous en tant que travailleur, sur toi en tant que travailleuse? Bien, je vais parler pour moi parce qu'évidemment, je n'ai pas toute mon équipe et peut-être que des gens donneraient une réponse différente, mais je pense que quand on est très sollicité émotivement dans notre travail, puis qu'il se passe des choses à l'extérieur, c'est plus difficile de mettre une barrière entre ça se passe à la maison, puis ça se passe au travail. Et quand on accompagne des situations difficiles avec certaines familles, avec certains patients, là, ça ressort. Nos infirmières, nos professionnels sont un peu plus à fleur de peau. Ça peut devenir un peu plus difficile de circonscrire certaines émotions quand, en temps normal, le rationnel va faire OK, je suis capable de comprendre là, pourquoi ça se passe, puis je fais la part des choses. Mais dans ce que je vis présentement, ça, c'est difficile parce que je suis justement à fleur de peau, très impliquée, très touchée. Vous n'êtes pas des robots, là? Non. C'est des qualités que vous avez, justement, de ne pas... C'est comme c'est les deux côtés de la même médaille, c'est-à-dire vous n'êtes pas des robots, puis on ne voudrait pas que les gens qui s'occupent de nous à la Maison Victoria-de-Bois soient des robots non plus. C'est pour votre côté bienveillant et empathique que c'est une maison vraiment unique en son genre, puis c'est ce qui fait la grande force de la Maison Victoria-de-Bois. Mais ça vient effectivement peut-être avec un impact personnel. Bien, la sensibilité ne peut pas être présente au travail et être quelqu'un d'autre quand on sort de notre cadre professionnel. Fait que ça, on est conscient que les gens qui viennent travailler à la maison, qui ont envie de s'impliquer, ça fait partie de leur personnalité, de ce qui va les définir. Parce qu'on ne peut pas travailler en soins palliatifs si on n'a pas cette sensibilité-là. Non, tout à fait, vraiment. Puis est-ce que... puis je te remercie de la générosité et la franchise avec laquelle tu me parles, parce que c'est précieux, tout ça. Le travail que vous faites, c'est tellement unique et vous êtes à la fine pointe, là, vraiment, là, de l'accompagnement humain. Puis ça, je salue votre travail, vraiment. Est-ce que la pandémie, ça a été un moment, justement, où vous avez senti que une politique comme celle-là, parce que, on l'a vu, ça a influencé la vie de tous les gens, là, du commun des mortels, là, vraiment. Donc, j'imagine que ça a fragilisé ou ça a rendu peut-être les choses encore plus à fleur de peau. Est-ce que comment vous l'avez vécu, ça? Puis est-ce qu'une politique comme celle dont on parle aujourd'hui, c'est venu quand même mettre un coussin en dessous, un filet? Je ne sais pas. Bien, définitivement que la pandémie a eu un impact sur la façon dont les équipes vivaient, comment ils accompagnaient, parce que c'était pas les soins qu'on avait l'habitude de faire. Ça amène des irritants, de la frustration qui n'est pas là habituellement. Puis, nous, notre employeur, c'est drôle, je dis notre employeur, mais en fait, j'en fais partie, mais la Maison Victoria-de-Bois a vraiment à cœur. La communication, c'est vraiment important. Et on a développé des espaces où les équipes peuvent être accompagnées d'un professionnel psychosocial, justement, durant la pandémie. Donc, on appelle ça, nous, à la Maison, des groupes de parole. Alors, ce sont des espaces où les gens peuvent vraiment ventiler sur ce qu'ils trouvent difficile, nommer les irritants. Ils ne sont pas en présence nécessairement de quelqu'un qui est leur supérieur dans l'équipe. Alors, il n'y a pas de risque de jugement. Ils sont libres d'échanger. Et effectivement, quand on a lu les changements à la politique, bien, on s'est retrouvés. Ça nous a confirmé qu'on avait fait certains choix qui étaient très judicieux. Puis, en même temps, ça nous a rappelé qu'on avait encore du chemin à faire parce que c'est pas toujours net, la distinction entre je me trouve dans une situation où il y a du harcèlement ou bien non, c'est pas tout à fait du harcèlement. En fait, ça serait plutôt du droit de gestion. Et pour la personne qui sent qu'elle vit ce genre de violence-là, il y a un grand, grand sentiment d'injustice et on lui dit qu'au final, c'est
as le droit de gestion et l'employeur pouvait procéder ou un collègue, peu importe la personne qui serait impliquée. Fait que ça nous a ramené qu'on avait encore, des croûtes à manger, si je peux prendre cette expression-là, malgré qu'on a beaucoup de choses en place qui vont dans le sens de promouvoir, soutenir, accompagner les gens qui vivent ce genre de situation. Mais là, quand justement tu dis que vous vous adaptez continuellement, c'est pas évident toujours à savoir, bon, c'est pas tout blanc, tout noir. Quand la nouvelle, de la modification de la nouvelle loi est arrivée, est sortie, ça a été quoi la réaction justement au sein de la direction de la Maison Victor-Gadebois? Bien, nous, rapidement, notre directrice générale, Mme Savard, fait venir quelqu'un de la CNSST pour nous donner cette formation-là, donc à l'équipe de coordonnateurs. Et ça a suscité beaucoup de réactions parce que c'était pas franc pour tout le monde. Oui, c'est une situation où il y a du harcèlement ou « Ah non, moi, j'aurais cru que ça, c'en était pas. » OK. Comme quoi, par exemple? Bien, tout ce qui concerne, là, je disais, le changement de mœurs, par exemple, je vais utiliser l'appellation les blagues de mon oncle, mais on a des gens pour qui c'est leur façon d'introduire l'humour dans leurs soins. Oui. Et ça a changé dans notre société. Il y a des choses qui se disaient autrefois qu'on ne peut plus dire maintenant, ça ne passera pas pour toutes sortes de raisons. Puis je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais on voit ça. Fait qu'il y en avait vraiment dans l'équipe qui réagissaient en disant « Hey, mais là, moi, je ne serais pas offusquée que quelqu'un m'aborde de cette façon-là. » Puis d'autres personnes qui se positionnaient en disant « Ben non, ça, c'est inacceptable. C'est vraiment un manque de respect. Wow. » Alors, on doit aussi, nous, faire un travail de nous adapter. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, qui n'est pas nécessairement facile parce que c'est pas toujours tranché. Si c'est blanc, c'est noir, si on est dans une position où il y a du harcèlement ou pas. C'est tellement, la limite, elle est tellement mince, on ne sait pas en tant qu'employeur nécessairement tout ce qui est impliqué, puis qu'est-ce qui est noir ou blanc ou à travers tout ça. Puis on est aidé, entre autres, justement, par la CNESST. Quand il y a des questions qui se posent comme ça, c'est bien de se référer à eux, ils ont des outils et tout, ou à des experts en ressources humaines également qui sont spécialisés en la matière. Vous, dans votre cas, dans des situations où l'humain vraiment est poussé à son maximum en tant qu'individu, là, avec son humanité. Donc, bien, je te remercie infiniment d'être venu apporter ce regard-là à la série parce que c'est important. Tu le vis de l'intérieur, tu le vis en tant qu'employé, en tant qu'employeur également, comme tu le disais. Donc, je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir.